C'est avec Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Bonsoir Chérif. Bonsoir Binta et bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, encore un drame familial. Un conducteur de moto Jakarta a été poignardé par un proche à Marsassoum, à Sédhiou. Le présumé meurtrier est en garde à vue à la gendarmerie de Sédhiou. Relax au bénéfice du doute pour les 21 jeunes de Tobène. L'affaire oppose les jeunes aux industries chimiques du Sénégal. Le verdict est tombé ce matin. Les détails dans cette édition. Redémarrage des cours dans les universités. La coordination des amicales de l'UCAD écarte une reprise graduelle des cours en présentiel. Au même moment, à Ziguinchor, le recteur annonce le début des cours le 1er septembre pour l'UFR des sciences de la santé. Les détails dans cette édition. Mais d'abord, ce communiqué du SYTJUIS. Le SYTJUIS observera une trêve de 96 heures, couvrant les jeudis 27, vendredi 28, lundi 21 août et mardi 1er septembre 2020 pour continuer les discussions entamées avec le ministre de la Justice. Cette trêve sera à terme commutée en suspension de plus longue durée s'il y a lieu. Le travail reprend donc alors dès demain dans toutes les juridictions et les directions de l'administration centrale de la justice. Et puis je le disais en titre, meurtre à Marsassoum, un apprenti tailleur a poignardé un conducteur de moto Jakarta. Les faits se sont déroulés la nuit dernière. Le présumé meurtrier est en garde à vue à la gendarmerie de Sédhiou. Bakary Conté. Tout est parti d'une dispute entre Sékou Sano, un apprenti tailleur, et Bokar Sidi Diédhiou, un conducteur de moto Jakarta, à cause de l'utilisation du robinet familial. Une facture de 3 000 francs divise les deux jeunes. Après une vive altercation, Sékou Sano, l'apprenti tailleur, poignarde le conducteur de moto Jakarta, Bokar Sidi Diédhiou. Les faits se sont déroulés vers 2 h du matin. Vers 5 h du matin, l'apprenti, le présumé meurtrier, emprunte le bus, l'horaire de Marsassoum pour se rendre dans la capitale Dakar. Les gendarmes de Marsassoum ont vite saisi le chauffeur au téléphone. Ce dernier, qui était à hauteur de Sédhiou, dépose immédiatement le présumé meurtrier à la brigade de gendarmerie de Sédhiou avant de continuer son chemin sur Dakar. Sékou Sano est actuellement en détention à la brigade de gendarmerie de Sédhiou pour les besoins de l'enquête. Le corps sans vie du conducteur de moto Jakarta, Bokar Sidi Diédhiou, est présentement à la morgue de l'hôpital EPS 1 de Sédhiou pour les besoins de l'enquête. Merci Bakary. Justice toujours, affaire Tobène. Les 21 jeunes ont été relaxés au bénéfice du doute. Décision du tribunal, une affaire qui opposait, vous le savez, les jeunes de Tobène aux ICIS. Réaction de maître Khourey Chiba, avocat des jeunes de Tobène, avec notre équipe à Thiès. Dans cette affaire, précisément, je m'attendais moi personnellement à ce que nos clients dans l'ensemble soient renvoyés des fins de la poursuite sans peine ni dépens, conformément aux dispositions de l'article 457, puisque le délit pour lequel ils sont poursuivis n'est pas constitué. La seule conséquence juridique, c'est de les renvoyer des fins de la poursuite. Ou alors, vous les relaxez purement et simplement. Or, ils ont été relaxés au bénéfice du doute. Dans l'absolu, c'est très bien, si vous retenez le mot relax, vous êtes relaxé. Mais au bénéfice du doute, ça veut dire que dans l'esprit du juge, il y a une part de doute. Ainsi, la relaxe au bénéfice du doute peut s'apprécier comme une condamnation également au bénéfice du doute. On s'attendait à ce que les jeunes qui sont arrêtés soient relâchés, soient disculpés totalement, n'est-ce pas, au lieu d'être relâchés au bénéfice du doute. Mais quand même, tout compte fait, nous sommes satisfaits par rapport à cette décision et nous continuons à mener le combat puisque dès le début, notre point de vue a été toujours de dire qu'il faudrait que les populations soient indemnisées à leur juste valeur par rapport aux dégâts, aux préjudices subis. Maintenant, l'industrie chimique du Sénégal, nous, en tant que population, nous n'avons jamais excusé de céder les terres aux ICS, mais juste, nous réclamons un barème d'indemnisation, que le barème soit revu, soit rehaussé pour que les populations qui sont au riverain des ICS soient des populations qui sont effectivement indemnisées. Cela leur permettra d'exercer d'autres activités.
Autre drame à Saint-Louis, cette fois-ci, chavirement d'une pirogue à hauteur du village de Rennes dans la région de Saint-Louis. 3 personnes ont perdu la vie. Les recherches pour trouver les corps n'ont rien donné pour le moment. Venons-en au chapitre éducation, redémarrage des cours dans les universités. La coordination des amicales de l'UQAD dit non à une reprise graduelle des cours en présentiel. Pour ces étudiants, les cours en ligne ne peuvent pas être pris en compte dans le quantum horaire dans la mesure où tous les étudiants n'ont pas les moyens d'assister à ces cours à distance. La coordination propose que tous les étudiants reprennent en présentiel le 1er septembre. Écoutons leur porte-parole Steven Daniel Sen avec Ibrahim Akan et Diafar Abba. Plan de reprise qui ne répond même pas aux normes administratives. D'autant plus que des facultés même, des doyens de facultés ne sont pas même en accord avec ce qui a été proposé. Et nous nous sommes dit également que ce plan est synonyme d'une inégalité sociale. Ce plan ne converge pas avec l'équité sociale. Et que qui nous connaît, c'est que les étudiants sont solidaires. Qui nous connaît, c'est que les étudiants sont en parfaite harmonie. On ne peut pas comprendre qu'une frange des étudiants fait cours alors que les autres ne font pas cours. On nous demande que 25% des étudiants puissent venir à l'université à partir du 1er septembre jusqu'au 15 octobre. Figurez-vous, il y a ce qu'on appelle le quantum horaire. Nous sommes des étudiants, nous savons ce qui nous attend. On ne peut pas étudier un mois, 15 jours et pouvoir le comptabiliser pour 12 mois. C'est inadmissible, voire même incohérent. Même son de cloche du côté de Bambey. Là-bas, vous allez le voir, les étudiants s'opposent également à la reprise graduelle des cours. Selon eux, l'enseignement à distance ne s'est pas déroulé de la meilleure des manières. Ils ont déclaré la décision portant reprise graduelle des enseignements apprentissages à l'université Alioune Diop de Bambey n'est pas concertée. Du coup, il la rejette. Mamadou Sarr, le président de la coordination des étudiants de Bambey, explique. Donc nous aimerions apporter des précisions par rapport à cela, parce qu'à l'université de Bambey, déjà, ils ont parlé de cours en ligne qui se faisaient durant toute la période de confinement, durant la période où les enseignements en présentiel étaient à l'arrêt à l'université, ce qui n'est pas le cas, parce que nous n'avons jamais fait de cours en ligne aujourd'hui, jusqu'à ce moment à l'université. Ce qui explique même déjà le retard que certains niveaux ont subi. Parce qu'avant même de partir, nous étions en grève pour réclamer des conditions de vie et d'études qui sont les meilleures. Aujourd'hui, on nous propose un plan de reprise qui est graduel, qui ne nous convient pas. Ce n'est pas le seul facteur bloquant dans cet établissement. Le protocole sanitaire n'est pas respecté. Que cela n'est pas le cas à l'université Alioune Diop. Parce que juste à ce moment-là, il n'y a pas une disponibilité des masques pour les étudiants, ni une disponibilité des lavoirs et tout le protocole sanitaire qui a été défini dans le cadre du comité de santé. Les autorités universitaires devront alors mettre les bouchées doubles pour satisfaire la demande des étudiants afin d'assurer une bonne reprise des cours. Merci Babacar. Et puis pour le cas spécifique de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, le recteur de l'université informe toute la communauté universitaire de la reprise des cours à partir du 1er septembre pour l'UFR des sciences de la santé. Parallèlement, pour les autres UFR, cette reprise est prévue le 5 octobre 2020. C'est sur décision du conseil d'administration du 25 juillet que l'université a décidé de sauver à tout prix l'année universitaire 2019-2020 selon le recteur de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Hausse des prix de la gamme Illimix face à la presse, face à la poussée de colère. Sonatel Orange va introduire de nouvelles alternatives, une à dominante voix et une autre offre à dominante donnée. L'annonce a été faite par le directeur de l'ARTP aujourd'hui en conférence de presse ce matin. Ibou Diouf, Diafar Abba. Je reste ouvert et disponible à mon bureau. Au départ, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes avait convié la presse pour partager avec elle des informations sur un sujet qui cristallise depuis quelques jours les attentions et les commentaires des consommateurs. Il s'agit des nouvelles offres de la Sonatel mises sur le marché depuis le 22 juillet dernier. À l'arrivée, le rituel des questions-réponses a manqué aux journalistes qui vont se contenter de quelques informations qui sonnent comme un rappel. La Sonatel a proposé l'introduction sur le marché de nouvelles offres alternatives, dont une à dominante voix à 2200 et une autre à dominante data à 5500. Il est important de rappeler qu'au profit du consommateur,
les prix des deux offres décriées sont passés pendant la période de l'instruction des plaintes respectivement de 1900 à 4500, finalement à 2200 pour l'offre à dominante voix, avec 50 minutes de communication voix, tout réseau en sus et une baisse du volume data. Ensuite, pour l'offre de 5900, elle est passée donc de 5900 à 7500 pour ensuite descendre à 5500 pour l'offre à dominante data avec 3 gigaoctets de données en sus et une baisse du volume de communication. Autre rappel, le mouvement de contestation des consommateurs commence après juste la modification des tarifs de certaines offres mobiles. Les hashtags de boycott ont fleuri le jour suivant sur les réseaux sociaux. L'opérateur de téléphonie Orange devait donc faire face à l'affront de ses abonnés. Les prix des deux offres décriées sont passés pendant la période de l'instruction des plaintes respectivement de 1900 à 4500 francs et finalement à 2200 francs pour l'offre dominante avec 50 minutes de communication. Le groupe de téléphonie français, premier opérateur du pays via sa filiale Sonatel, avec plus de 50% de part de marché. Il n'empêche, certains ne décolèrent toujours pas à l'image des Yanamaristes. Le mouvement Yanamar appelle au boycott de tous les produits et services d'Orange les mardis à partir du 1er septembre prochain. Eux aussi, ils étaient en conférence de presse. Aminata Mbaresso et Younous Diatta. Yanamar ne lâche pas prise dans son combat. Le mouvement citoyen est en plein dans sa campagne contre certaines hausses opérées par l'opérateur de téléphonie Orange, avec à la clé un nouveau slogan. C'est-à-dire à partir de ce 1er septembre, on va lancer des talatés Orange. Chaque mardi, il y a des talatés Orange. À partir de ce 1er septembre, c'est-à-dire on fait des boycotts de chaque mardi. Il n'y aura pas d'achat de crédit, ni d'envoi d'SMS, ou bien d'en recevoir, ni d'utiliser les services d'Orange Money, ni d'envoi, ni de dépôt. Et surtout tout ce qui est service Orange, tout ce qui est produit Orange, on les boycotte. Une campagne de dénonciation axée sur plusieurs questions d'actualité, comme la position de la CEDEAO dans la crise au Mali. Nous regrettons aussi les décisions que les autorités politiques de la CEDEAO ont prises, visant à sanctionner et à porter un embargo total sur les produits de première nécessité. Le problème du Mali appelle à une solidarité plus ou moins globale à l'égard de tous les pays africains. Raison pour laquelle nous demandons une mobilisation de la famille, de la grande famille de la société civile africaine. Une mobilisation aussi de tous les acteurs politiques. En conférence de presse, le mouvement Yanamar a évoqué ce qu'il appelle également le volte-face concernant l'annulation du parrainage pour les prochaines élections locales. Merci Aminata. Grogne des habitants de Njowar, un village non loin de la commune de Fatick. Les populations vivent dans l'obscurité et ne veulent plus, disent-elles, de cette situation. Elles ont organisé une conférence de presse pour crier leur détresse. Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Situé à peine 3 km de la commune de Fatick, le village de Njowar est toujours dans les ténèbres. Les habitants qui ont longtemps réclamé de l'électricité ne peuvent plus dissimuler leur colère. Ils ont fait face à la presse pour dire leur ras-le-bol. Nous souffrons actuellement de manque d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, nous vivons tous dans l'obscurité. Et vous savez que là, on n'est pas en sécurité. Nos familles ne sont pas en sécurité. Et vous savez, ici, Njowar est à vol d'oiseau de Fatick. Njowar est même dans Fatick. Nous sommes au 21e siècle et Njowar n'a pas encore de l'électricité. Njowar devait avoir de l'électricité. Cette mère de famille brandit une lampe torche pour démontrer son calvaire. Selon elle, même ses enfants ne peuvent pas étudier paisiblement. Sonn nañ sonn goo xamantene ni foko teuk rek passé nako. Suñu doom yi ñi ngi wara def examen. Ken amul tay man sama dooma ngi ni dafa yendu tay école ñi biségul ba heure bi ndax bëccëg la mëna jàng mënta jàng guddi. Lampe bi ngeen ma gis ma téye dama ciy jënd weer bu nekk lu mat 5 lampe ndax bëgg samay doom mëna jàng. Léegi bu guddi jotee wóolootoo jël sa doom yóbbu ko ci kenn mu di ko jàngal ndax ñax mi te lëndamaay la ñuy dox. Ces habitants de Njowar disent subir un manque de considération. Presque toutes les autorités, selon l'imam du village, ont été sollicitées pour l'électrification de Njowar. Autorité nag kenn du wax ne yëguma ko waaye lu tax booba ba léegi actuellement ñoom amul kenn ko xam seq na jéegoo jéem a def dara ci dëkk bi. Injustice nag mu ngi am parce que ñun ñëpp ñun ñoo yem ci Sénégal. Pourquoi Fatick gi nga xam te ne dañoo takkaloog moom ñu yeewoo ci courant ñu yeewoo ci lëndëm. Leur village compte un peu plus de 1200 habitants et il n'abrite pas
une école élémentaire. Les enfants font de longues distances pour aller à l'école. Cela également est une autre complainte de ces populations de Ndiouar. Merci Aminata. En politique, la suppression du parrainage aux élections locales, bien appréciée par les acteurs politiques et de la société civile. Selon eux, la suppression du parrainage va faciliter la tenue des élections locales en 2021. Mamadou Fall et Youssou Barro. Pas de parrainage au local, une très bonne décision selon certains acteurs politiques. Parce que tous les acteurs politiques étaient conscients que sur le terrain, ça pouvait constituer un grand problème de procéder d'abord au parrainage avant d'engager les élections. Cette décision peut bien ouvrir des perspectives, puisque selon la société civile, des discussions vont se poursuivre afin de trouver d'autres solutions. Pour le moment, il y a un consensus sur les locales pour la suppression du parrainage, mais il y aura une évaluation justement. C'est cette évaluation-là qui va décider de garder le parrainage à la présidentielle et les autres élections. Mais même s'il faut garder le parrainage à la présidentielle, il faudrait l'améliorer. La suppression du parrainage permettra la tenue des locales en 2021. On peut envisager la possibilité d'organiser les élections au mois de mars 2021 ou à défaut un léger report de 2 mois. Tout le monde veut qu'on organise les élections. Je pense qu'il n'y a aucun maire qui ne souhaite pas qu'on organise les élections. Il faut organiser les élections. Quand le mandat se termine, il faut renouveler. Il faut que les populations renouvellent leurs conseils municipaux, leur mandat. Pourtant, un proche du pouvoir l'avait recommandé en 2018. Nous avons constaté qu'au Sénégal, nous avons une très jeune démocratie, alors que notre pays n'était pas encore prêt pour faire face au parrainage dans les élections territoriales. Vous savez, les questions de gouvernance territoriale sont d'une importance capitale qui tiennent à cœur le président de la République. Le comité du dialogue national se penche toujours sur la tenue des élections à venir. D'ailleurs, certains membres évoquent même qu'il était très difficile pour certains d'assurer la caution, mais également sauter l'obstacle du parrainage. Merci Mamadou. Entre 2016 et 2020, la production de bananes est passée de 28 000 à 44 000 tonnes. L'Agence française de développement, à travers la Banque agricole, a injecté 1,350 milliard de francs CFA pour faciliter l'atteinte des objectifs de la filière banane de Tambacounda. À ce jour, Yelitare Group emploie plus de 1700 agents. Nous y reviendrons avec Moussa Omar Gueye. Restons dans la zone pour parler de la tournée du ministre de l'Agriculture dans le département de Goudomp. Moussa Baldé, satisfait de l'augmentation des surfaces emblavées en cette saison des pluies comparée à l'année dernière. Le ministre espère que les rendements seront meilleurs avec la bonne pluviométrie enregistrée dans le Balantakunda. Il est interrogé par notre équipe à Sédhiou. Tout le monde sait que le potentiel risicole du département de Goudomp est tout simplement impressionnant. Il y a des vallées à perte de vue. Et ce que nous avons noté, c'est qu'on a visité la vallée de Brikama et la vallée de Niafor. On note une nette augmentation des emblavures. Pour preuve, à Brikama l'année dernière, sur un potentiel de 800 hectares, 300 ont été emblavés. Cette année, sur ce même potentiel, 500 ont été emblavés, soit une augmentation de plus de 65% des emblavures. Et cela est dû à quoi? Cela est dû à l'arrivée d'un deuxième tracteur au niveau de la vallée de Brikama. Et avec 500 hectares, la vallée de Brikama, si tout se passe correctement jusqu'à la fin, sera autosuffisante. Ensuite, la vallée de Niafor. La vallée de Niafor, on était passé là au début de l'année et on leur avait promis un motoculteur. Les dames ont réceptionné le motoculteur et là aussi les emblavures sont passées du simple au double. Donc ce qui nous fonde à croire, puisque ça c'est des vallées témoins, nous pensons que c'est la réalité dans le département de Goudomp. Et donc les emblavures ont fortement augmenté et grâce à une bonne pluviométrie, on attend de meilleurs rendements et donc une meilleure production de loin. Ensuite, nous avons été dans la vallée de Simbandimbaland. Et là, je loue vraiment l'action citoyenne qu'on a trouvée là. Parce que les populations se sont organisées et ont réhabilité elles-mêmes un peu la vallée qui était vraiment en proie à la salinisation depuis des années. C'était une vallée abandonnée pour la riziculture. Cette année, on y a cultivé 40 hectares de riz et c'est des hectares de riz de pré-base, de semences.
Pour permettre au bétail de se nourrir convenablement, l'association Salibé Yawaré a planté plusieurs arbres dans la forêt classée de Bandia. Ces éleveurs invitent l'État à protéger les forêts afin d'éviter l'expropriation des terres et les querelles entre paysans et éleveurs. On aime tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Préserver la forêt et permettre au bétail de bien se nourrir, des éleveurs ont initié le reboisement des arbres dans la forêt classée de Bandia. Et pour sauver cet élevage-là, pour sauver cette petite cheptel-là, nous sommes obligés maintenant d'aller devant de la scène, c'est-à-dire de planter les arbres. Non seulement pour protéger la nature, mais aussi pour chercher de quoi nourrir nos bêtes. C'est ça la motivation principale de cette action-là. Ces éleveurs, pour la plupart, demandent aux autorités de protéger les forêts. Ils veulent un ranch dans la zone. Vous avez vu des privés, vous avez entendu le problème de Mban, vous avez entendu le problème de Ndengeler. Maintenant, à nous d'éviter ces genres de problèmes ici. C'est-à-dire, on va faire des dialogues entre éleveurs et cultivateurs et tous les acteurs qui tournent autour de ces actions-là. Notre devoir maintenant, surtout l'association Salibé Yawaré, c'est d'expliquer les gens leur rôle dans leur société. L'éleveur, quel est son rôle? C'est de protéger le bétail, parce que le bétail nourrit la société. Et pour protéger ce bétail-là, il faut le pâturage. Et le pâturage commence déjà par planter des arbres. Cette association, qui regroupe en majorité des éleveurs, dit répondre à l'appel du chef de l'État qui invite les populations à planter des arbres et de les protéger. Alors maintenant, dans le sud, pendant que la pandémie de la Covid-19 préoccupe les populations de la région de Ziguinchor, c'est plutôt un autre sujet qui empêche les populations du département d'Oussouye, particulièrement de la commune de Djembereng, de dormir. Eh bien, c'est l'érosion côtière qui engloutit par an jusqu'à 20 mètres de terre et de rizières par endroit. C'est 10 fois plus qu'au niveau national, si bien que le village de Djembereng est menacé de disparition selon les populations. Reportage Boubacar Diassi et Lamine Mandjang. Des dizaines de filaos à terre, des rizières détruites sur plusieurs kilomètres. Voici le résultat de l'érosion côtière dans le village de Djembereng qui, si l'on y prend garde, risque de disparaître dans quelques années, selon les populations. La plus importante vitesse de décapage de la côte, ici qui est de l'ordre de 20 mètres par an. Et c'est sur la base des résultats d'études scientifiques, donc doctorales, que nous avançons donc ces données-là. D'après les informations, il y a des endroits, précisément vers ici, qui reculent à une vitesse de 20 mètres par an, alors que la vitesse nationale, la moyenne nationale est de l'ordre de 1,5, 2 mètres par an. Également, nous avons constaté que Djembereng risque de disparaître si rien n'est fait. Pour stopper l'avancée de la mer, les populations de toute la zone s'organisent afin de planter des arbres, non sans demander l'accompagnement de l'État. Je trouve que c'est la seule réserve qui reste dans la commune de Djembereng. Tout en sachant que cette commune-là, elle est à vocation touristique. Le côté de Cap Skirring jusqu'à Cabrousse, tu n'as plus un endroit où tu as l'accès vue-mer. La seule partie qui reste, c'est cette partie-là. Alors nous, on sait qu'on ne peut pas se battre contre l'avancée de la mer parce que c'est une fonte de glace. On s'est démerdé pour venir et nous faire entendre. Demander à l'État, même si nous, on ne peut pas le faire, mais par rapport aux partenariats bilatéraux, nous faire venir des experts qui peuvent nous faire des brises-vagues en pleine mer, ça va ralentir. Les populations de cette zone ont prévu de planter à terme au moins 10 000 plants. Merci Boubacar. Intéressons-nous maintenant à l'état d'avancement des travaux du BRT, Bus Rapide Transit. Après les niveaux 1 et 2, cap sur parcelle assainie, l'objectif reste l'amélioration de la mobilité entre Dakar et sa banlieue. Mamadou Fall et Younous Diatta. L'État, plus que décidé à la réalisation complète du BRT, après la section 1 et 2, c'est au tour des parcelles assainies d'accueillir les bulldozers. Ici, tout est rasé. Ce matin, il s'agit donc, après les travaux qui sont en cours au niveau de la première et de la seconde section, entre le terminus de Guédiawaye et le rond-point communément appelé Kasbi, donc d'entamer les travaux de la troisième section qui iront de Kasbi jusqu'au pont de l'émergence. Le BRT est un projet ambitieux. Bientôt, les embouteillages seront de vieux souvenirs. Qui est très attendu
avec de grands aménagements qui va permettre aussi de régler le problème de la mobilité urbaine. Donc je pense que depuis le lancement par le président de la République, les populations sont dans l'attente. C'est un projet extrêmement important, un projet phare du plan Sénégal émergent qui, avec celui du TR, constitue une autre dorsale pour un règlement définitif de la problématique de la mobilité à Dakar. Les parcelles assainies se réjouissent de la réalisation du BRT. Des ouvrages qui vont leur permettre de changer leur environnement, de changer leur cadre de vie. Et je pense que c'est important. Avec l'aménagement paysager sur la devanture de chaque maison, je pense que vraiment nous allons connaître vraiment un très grand projet, un projet ambitieux, moderne et qui répond vraiment aux normes actuelles. Donc c'est ça. Le projet tient en compte tous les aspects sociaux, environnementaux. Parce que toutes les personnes qui sont ici affectées par le projet ont été recensées, les impacts, disons, les impenses évaluées. Et on a procédé évidemment au paiement des indemnisations. Lancé à Guédiawaye par le chef de l'État, le projet est à moitié réalisé. Le BRT va participer au désenclavement de certaines localités. Merci Mamadou. Et puis en sport, retenez que le démarrage de la Ligue 1 saison 2020-2021 est fixé au 2 janvier 2021. Une décision du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football qui s'est réuni ce mercredi. Le comité exécutif a également décidé de reporter l'Assemblée générale ordinaire qui était prévue le 10 octobre prochain. Durant cette réunion, sachez également que Malang Djidjou a été nommé représentant des arbitres à la Fédération. Djibril Sidibé remplace, lui, Lamine Boub à la Commission nationale de résolution des litiges. Et puis toujours en sport, Pape Cheikh Diop, le milieu de terrain de Dijon, désormais candidat à une sélection en équipe nationale. Et puis Manchester City, favori pour accueillir la Pulga, Lionel Messi qui a décidé de quitter le Barcelone. L'actualité sportive dans ce round-up de Cheikh Sadibou Diarra. Pape Cheikh Diop change d'avis sur le choix de sa nationalité sportive. Le milieu de terrain de 23 ans prêté cette saison à Dijon par Lyon annonce son intention de jouer pour l'équipe nationale de son pays d'origine, le Sénégal. C'est mon pays, j'y suis né et j'ai envie de jouer pour lui. Si on fait appel à moi, j'irai. Un revirement quand on se rappelle de la déclaration de l'ex-international U19 espagnol. Espagne m'a tout donné et je veux le rendre. La vérité de départ de FC Barcelone de Lionel Messi, parti pour être le feuilleton de l'été. Au sein du club catalan, le président Josep Maria Bartomeu, qui refuse de démissionner comme réclamé par une partie des supporters et visé par une motion de censure, déposé ce mercredi par Jordi Farré, candidat déclaré à la présidence du FC Barcelone. Le boycott des entraînements par Messi un temps annoncé est finalement réfuté. Selon le média argentin TIC Sport, la star barcelonaise devrait participer à la reprise lundi prochain sous la direction de Ronald Koeman en attendant de trouver son point de chute. Manchester City est le favori pour être son nouveau club. Des informations font état de discussion du clan du numéro 10 argentin avec Pep Guardiola. Le FC Barcelone s'active sur le marché des transferts pour renforcer son effectif. Trincao, l'ailier portugais de 20 ans, a été présenté ce mercredi. L'avant-centre de Lyon, Moussa Dembélé ou Maxi Lopez sont ciblés pour remplacer Luis Suarez. Pendant ce temps, Chelsea officialise l'arrivée du latéral gauche anglais Ben Chilwell en provenance de Leicester. Montant du transfert, 55 millions d'euros. James Rodriguez, le milieu offensif colombien de 29 ans du Real Madrid, est très proche de rejoindre Everton, prêt à débourser 30 millions d'euros. En basketball, la NBA, rythmée actuellement par le premier tour des playoffs, a dévoilé 2 des trophées individuels de la saison. Celui du défenseur de l'année est revenu à l'ailier grec des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, pressenti également pour remporter le titre de meilleur joueur de la saison, comme l'année dernière. Merci Cheikh Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue.